Alors, les programmations fonctionnelles, il y en a qui savent à peu près ce que c'est ou pas? Levez la main ceux qui savent. Oh, presque tous, c'est pas drôle. Bon, ben. Alors, on va aller vite. Donc, la programmation fonctionnelle, l'idée, c'est de programmer avec des fonctions. Ok, et ça, on fait ça dans pas mal de langages. Mais là, la fonction, ça va être un objet comme les autres. Donc, on va avoir des langages comme Java ou JavaScript qui vont permettre de faire des trucs, des variables, là. Et ça, c'est une fonction. Donc, je manipule une fonction comme je manipule de la donnée. Ça n'a pas d'intérêt en soi, à part pour des maths. Par contre, il y a une notion de fonction pure, c'est une fonction qui calcule un résultat à partir de ses arguments et de rien d'autre. Et ça, c'est génial, parce que son résultat ne dépend pas du contexte. Ça va fonctionner à tous les coups de la même manière. Et il n'y aura pas d'effet secondaire, il n'y aura pas d'écriture dans des fichiers qui ne seraient pas reproduisibles ou de trucs qui vont baver. Donc ce sont ces propriétés-là qui vont faire que c'est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Il y a le fait d'abord qu'une fonction, quand elle a été calculée, eh bien, elle renverra toujours le même résultat. Donc le compilateur peut faire un certain nombre d'optimisations. Il peut détecter que cette fonction est appelée 2 fois avec les mêmes arguments, et il va générer le code que pour l'appeler qu'une fois, par exemple. Certains langages le font à l'exécution. On va pouvoir paralléliser, parce que si j'envoie mon calcul sur une machine ou sur une autre machine à l'autre bout du monde, ce sera le même résultat. Donc si j'ai plein de calculs à faire, je peux l'envoyer partout. Le plus souvent, on se moque de l'ordre de calcul de ces fonctions, puisque je ne peux pas avoir d'effet secondaire. Si j'ai 2 fonctions à calculer, je peux les exécuter en parallèle dans 2 parties du monde et récupérer le résultat après. Donc ça va donner des capacités pour avoir des bonnes performances. Et il y en a aussi une autre qui s'appelle Tail Call Optimization, je la revois tout de suite. Alors, les avantages pour nos clients, c'est quoi? C'est que le code peut être déplacé d'une machine à l'autre pour exécution en parallèle, mais aussi parce que j'ai du code qui marche sur un serveur, je vais le faire tourner sur le poste du client, ça marchera. Pour les tests unitaires, c'est sympa, puisque comme la fonction donne toujours le même résultat, une fois qu'elle est testée, il n'y aura pas de blague. L'asynchronisme, il y a un moyen de dire, quand j'ai fait quelque chose, après, ce sera bien de faire ça. Et le faire ça, c'est une fonction que je peux migrer. Donc tout ça, c'est des propriétés que vont rechercher nos clients pour leur système d'information. Donc c'est pour ça que la programmation fonctionnelle est importante pour nous. Alors, il y a quand même un petit prix, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des effets secondaires. Donc on va prendre un bout de code normal, et puis on va voir ce qu'on s'interdit. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des choses comme ça, là. Le i++, c'est une modification d'une variable. Donc là, il y a un effet secondaire. Ça, on n'en veut pas. On n'a pas le droit d'avoir une boucle, parce qu'une boucle, en fait, c'est le même code qui va s'exécuter avec des effets secondaires. Le résultat, on ne le capture pas. Donc on n'a pas le droit d'avoir des boucles. On n'a pas le droit d'avoir des classes, en fait, parce que quand vous modifiez quelque chose, vous voyez, c'est un état, il y aura un effet secondaire. Si j'appelle 7 montants et qu'après je fais rembourser, je rappelle 7 montants avec un autre montant, je rappelle rembourser. Rembourser n'aura pas 2 fois le même résultat. Donc ça n'a pas de sens, en fait, de faire un objet avec des données et puis plusieurs fonctions dessus. Donc ça, on va se l'interdire aussi. Alors, la base de données, c'est un état. Donc on va s'interdire la base de données. D'accord? Parce que sinon, on ne pourra pas retester et ainsi de suite. Alors l'utilisateur, on va lui poser une question, il va être informé, va répondre. On n'aura pas d'utilisateur non plus. On est bien d'accord. C'est bon? Alors, donc à quoi ça sert? À rien? Non? Bon. Il y a quand même des gens qui sont payés pour ça, donc vous avez une solution, non? Bon, elle a été inventée au 18e ou 19e siècle, c'est le sandwich. Donc on va faire un sandwich. On va coller notre fonction entre un utilisateur et une base de données, ou un serveur web qui représente l'utilisateur, qui lui n'a pas les propriétés intéressantes de la programmation fonctionnelle, et une base de données qui n'a pas non plus les propriétés intéressantes de la programmation fonctionnelle, mais qui est intéressante pour stocker des données. En fait, on fait ça assez souvent. Ça, c'est un bout de code d'exemple. Ça doit être du JavaScript et c'est un serveur web. Vous avez un serveur qui dit sur la requête slash, donc l'URL c'est slash. Eh bien, on va exécuter ça. Et cette fonction-là, elle va aller demander à la base de données de récupérer la donnée. Et quand elle aura le résultat, elle exécutera une fonction. Donc, vous voyez, le sandwich, il est implémenté à l'envers. Mais enfin, là, j'ai du fonctionnel pur qui est testable. Il ne fera pas de blague, il n'y aura pas d'effet secondaire. D'accord? Vous voyez la logique? On va passer l'idée de « et après ça, faire ceci ». Alors, bon, il y a quand même 2-3 autres trucs que j'ai enlevés à part la base de données et l'utilisateur, donc on va essayer de les retrouver. Donc la première chose, c'est les affectations. On n'a pas le droit d'avoir une variable dont on va changer la valeur. Mais on peut nommer une expression. Donc là, liste, ce sera la liste 1, 2, 3, 4, et dans l'expression somme de liste,
ouais, alors le in, le crochet rouge devrait être au-dessus du in. Dans somme de liste, je vais avoir somme de 1, 2, 3, 4. Donc partout où j'ai mis une variable qui en fait n'est pas variable, qui sert juste à nommer quelque chose pour le réutiliser commodément derrière, bah ça, les langages fonctionnels vont savoir le faire, pas de problème. Pour les boucles, eh ben en fait, on va utiliser la récurrence. Donc la récurrence, c'est quoi? C'est une fonction, ici, somme, qui va s'appeler elle-même. Donc ça, c'est une somme de liste, et je vais rappeler somme avec une suite derrière. Alors ce langage-là, c'est du F#, mais c'est très représentatif de ce que vous pourrez trouver. Donc on a, c'est très fréquent dans les langages fonctionnels, un opérateur de pattern matching. Si la liste est vide, on renverra 0. Donc somme de liste vide, c'est 0. Si la liste, c'est un premier élément et une suite, eh bien on verra le premier élément plus la somme de la suite. C'est bon? C'est pas super compliqué. Alors, on va avoir un problème de performance avec du code comme ça. Pour ceux qui voient ce que c'est qu'une pile, quand on a un résultat d'une fonction, qu'on n'a pas fini, on appelle une sous-fonction, on va empiler. Comme ça, on va pouvoir revenir au contexte après l'exécution de la fonction. Donc là, on va empiler, j'ai une liste 1, 2, 3, 4, on va empiler 1 plus la suite. Après, on va empiler 2 plus la suite. Donc la suite qui est là, c'est 2 plus la suite 3 plus 4. Puis après, je vais avoir la suite 3 plus 1, 4, et quand j'ai le résultat, tac, 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 je vais pouvoir dépiler, faire mon calcul. Donc pour chaque élément qu'il y a dans ma liste, je vais avoir une entrée dans la pile en mémoire. Et la mémoire, c'est pas infini. Donc il y a un moment où ça va déborder. Et puis en plus, ce genre de truc peut poser des problèmes de performance en CPU. Passons. Donc on va éviter ça. On va pas admettre ce genre de choses. Alors c'est pas grave, on a une ruse, la fameuse tail call optimization, c'est l'idée que quand le dernier traitement qu'on fait dans la fonction, c'est appeler la fonction elle-même, et bien là, donc ma fonction somme de liste, je l'ai décomposée en une sous-fonction boucle à l'intérieur, et j'appelle la boucle avec la liste, ça devrait être liste, pardon, et 0. J'ai fait une grosse bêtise, mais c'est pas grave. Le code ne marchera pas. Donc ici, j'ai liste de 0, et c'est le liste là qui va être passé. Donc la première fois dans ma boucle, je vais rentrer avec liste et 0. Là, si la liste est vide, je vais renvoyer ce que j'avais là, donc le 0 ou toute autre valeur qui serait passée là. Si j'ai un premier élément et une suite, je vais rappeler ma boucle ici, mais en passant la suite, comme liste, et dans l'accumulateur, je mets le premier plus l'accumulateur que j'avais avant. C'est le même code. La seule chose, c'est que avant, j'avais un appel de somme, puis un calcul, pour déterminer le résultat. Donc j'étais obligé d'empiler. Maintenant, le dernier élément, c'est l'appel de la fonction récursive, et du coup, j'aurais pas besoin de revenir quelque part, puisque c'est le dernier appel. Donc certains langages sont capables les compilateurs savent détecter cette situation, et du coup, ils créent pas un appel de fonction récursif, ils font un saut en fait. Donc là, ils vont faire l'optimisation. Tous les langages ne l'ont pas. Alors, cette stratégie-là, en fait, elle est très très générale, elle est mathématique. La programmation fonctionnelle aime bien étudier des choses mathématiques sur les fonctions. Et en fait, on sait pour n'importe quelle fonction récursive la transformer en une fonction récursive avec l'optimisation possible. Bon, ça, c'est chouette. C'est un peu compliqué, mais je vous ai préparé à ça en vous disant et après, on va faire ça. Vous vous souvenez, le petit serveur web, quand tu auras le résultat de la base de données, après tu feras ça. Et bien là, l'idée, c'est que pour faire une somme, on va prendre la liste qui reste à faire, et après, quand tu auras le résultat, tu appelleras cette fonction. Donc ici, si ma liste est vide, ben et après, 0. J'appelle et après avec la valeur 0. Si ma liste n'est pas vide, eh bien je vais faire un nouveau et après. Le nouveau et après, c'est et après, mais de premier élément, plus mon code est pourri, non c'est ça, le x qui est là. C'est-à-dire que et après reçoit un x, c'est une fonction, et mon nouveau et après, il va recevoir un x, et il prendra ce x plus le premier élément. Et on va se rappeler nous-mêmes avec la suite de la liste, et le nouveau mon et après. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en mémoire, on n'aura pas la pile qui déborde, mais à la place, on va avoir une liste de et après qui s'appellent les uns les autres. J'aurais pas gagné en mémoire, mais je serais pas dans la pile, je serais dans la mémoire centrale, là où il y a plein de places.
Donc ça, c'est formidable, il n'y a plus qu'à l'appeler et c'est réglé. Donc ça, c'est la continuation. L'avantage dans les langages fonctionnels avec un framework fonctionnel, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les langages qui peuvent travailler avec des fonctions, c'est que c'est souvent déjà fait. Donc là, il y a une fonction fold en F# qui prend une fonction, donc ça c'est la fonction qui ajoute deux valeurs, qui prend l'élément, la valeur initiale, 0, et puis la liste. Et il génère tout ça. Vous voyez qu'en fait, la somme, elle est là, bah, j'aurais pu la passer en paramètre. Dans un langage fonctionnel, mes fonctions sont des objets comme les autres. Donc fold, c'est ce code-là, sauf qu'au lieu de mettre premier plus x, ici il y a f de premier x. Et f est passé là. Compris? C'est simple? Non, c'est pas simple. Faut arrêter d'être idiot là. On est en train de faire la somme des listes, enfin des éléments d'une liste, et on est en train de parler de trucs hyper continus. Enfin, c'est horrible. Non, c'est pas simple. Alors c'est bien que ce soit pas simple. Parce que on a un truc qui est atrocement compliqué, en vrai. Ça a plein d'avantages pour le client. Et donc, les gens qui ont envie de se cogner ça vont pouvoir gagner plus d'argent. Alors voilà les enquêtes Stack Overflow, site de référence de 2016 et 2018. J'ai encadré en rouge les langages qui sont purement fonctionnels. Donc ce sont les salaires décroissants. J'ai une question. Parfois tu utilises des termes fonctionnels et parfois purement fonctionnels. Alors la différence, c'est purement une fonction pure ne dépend que de ses arguments. Parce que là, j'ai l'impression que les trois langages qui sont parlés, les quatre technologies qui sont encadrées, il n'y en a aucune qui est fonctionnelle pure. Aucune, il n'y a que Haskell qui l'est en fait. Je ne sais même pas où il est là. C'est vrai. Tous ces langages-là, F# par exemple, ce que j'utilise, peut faire des choses qui ne sont pas du fonctionnel pur. Scala, Clojure, ils peuvent tous, à part Haskell, et peut-être Erlang, ils peuvent tous faire autre chose que du fonctionnel. Mais en fait, les avantages qu'on en tire viennent du côté purement fonctionnel. C'est parce que le code va être exécuté toujours de la même manière dans le même endroit qu'on va le vouloir. Quand on va utiliser Scala ou F# en mettant des choses avec des effets secondaires, des variables mutables, des choses comme ça, on va parfois se mettre en danger. Parfois, c'est pas grave parce que c'est enfermé dans une fonction, on s'arrange. D'autres fois, on va mettre en danger tout le projet. Donc en général, quand on fait le choix d'avoir des trucs aussi tordus que la programmation fonctionnelle pure, en général, c'est pour en obtenir les avantages. Donc même si le langage y permet de faire autre chose, on ne va pas l'accepter de la part des développeurs. C'est le vrai problème. C'est-à-dire que quand je dis « Hey, vous n'auriez pas un développeur Scala ?» bah, le développeur Scala, il fait du Scala, et puis en fait, il fait du Java en Scala. Et puis après, aïe. Voilà. Moi, j'ai fait du F# pendant un an. J'ai fait du F#. Alors, je savais qu'il fallait pas utiliser Enfin, j'ai pas fait des variables mutables et tout, mais j'étais très très loin d'arriver à programmer en fonctionnel correctement. Le temps d'apprentissage est très long, faut pas se voiler la face, c'est de l'ordre de 18 mois minimum, c'est énorme. Par contre, ça fait des beaux tarifs au moins et des beaux salaires, ça ce sont des salaires. Alors, JavaScript est là, C# est là, et Java est plus dans le tableau. Donc, avec la programmation fonctionnelle, à condition d'investir lourdement dedans, je vais gagner des euros, c'est chouette. Est-ce que, techniquement, je vais gagner autre chose? Alors, oui, en fait, il y a aussi des avantages, il y a des techniques spécifiques du fonctionnel. C'est ce que je vais aborder là, mais le message essentiel, c'était, c'est abstrait, c'est compliqué, ça a beaucoup de valeur pour le client, et du coup, l'intérêt, c'est qu'on peut être mieux rémunéré. Si vous avez compris ça, c'est l'essentiel de la presse, en fait. Donc là, maintenant, je vais attaquer un certain nombre de petits exemples, juste pour montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, le premier truc dont je voulais parler, c'est l'application partielle. Je vais utiliser une notation qui existe dans pas mal de langages. C'est la signature de ma fonction. Ça, c'est une fonction qui prend un argument de type A, puis un argument de type B, et qui va renvoyer un argument de type C. C'est ce que j'ai écrit là. Donc je vais avoir une C égale F A B, alors c'est pas les types, mais c'est peut-être des entiers, puis du texte, et puis ça renverra un client, voilà, d'accord, pour la notation. En fait, je peux aussi dire que c'est une fonction qui prend un A, et qui renvoie B donne C. Et B donne C, c'est le type d'une fonction qui prend un B et qui renvoie un C. Donc ma fonction, c'est à la fois une fonction qui prend un A et un B et qui renvoie C, et une fonction qui prend juste un A, et qui renvoie une fonction
qui elle prendra un B et donnera un C. Vous voyez l'astuce? Tous les langages ne le font pas nativement, certains langages le font spontanément, d'autres faut les forcer. C'est un point assez important dans le choix d'un langage. Et ben voilà ce que ça va pouvoir donner. J'ai ma fonction sum de liste. Vous savez, tout à l'heure je vous l'avais mise, fold de la fonction qui ajoute 0 liste. Bon. En fait, je peux enlever liste. Parce que si j'enlève liste, je vais enlever liste ici aussi, et ça, c'est une fonction qui aura besoin de la liste à la fin, et qui donnera un résultat. Et puis en fait, cette fonction-là, bah, c'est juste le plus. Donc là, dans la vraie vie, ce truc-là, on l'écrit pas comme ça, on l'écrit comme ça. D'accord? Il y a aussi un sum sur les listes, donc en fait, on écrit juste sum, c'est pas grave. Alors, l'intérêt de ce genre de choses, qu'on appelle application partielle, il y a une notion de queuing, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les mots techniques, mais voilà comment je vais pouvoir trouver le meilleur ou la meilleure solution quand je sais calculer un score. Donc j'ai une fonction maxby qui existe, j'ai juste à lui fournir quelle est la fonction à calculer sur chaque élément, et la fonction maxby va me trouver la meilleure pour ça. Eh bien, cette fonction, ce sera une fonction de type je prends une solution, quoi que ce soit, et je vais calculer un score. On peut faire la même chose en Java. Ça donne ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, on a juste stocké l'objet fonction, puisque Java le permet. On a été obligé de le typer, parce que Java impose que ce soit typé. Et puis après, on va avoir une fonction qui va être capable d'appeler le maxby, et le maxby il ressemble à ça. Donc sur quelque chose qui est énumérable, ça aura cette tête, et ben on fera collect de collectors min by, bravo c'est max by que j'aurais dû mettre, et comparator comparing de score, donc la fonction de comparaison sur le score. Voilà, ça, F#, ça, Java. C'est faisable en Java. Pas tout à fait quand même, parce que il faut dire que c'est une solution, alors que là on n'était même pas obligé de préciser quel était le type des solutions. Donc avec ça, on fait toutes les injections de dépendances qu'on ferait en objet, quand j'ai besoin de ramasser des dépendances à des choses. En général, on les passe comme premiers arguments des fonctions, et puis on fait une fonction avec une application partielle où on met les dépendances dedans. C'est bon pour l'application partielle? Je vais passer à un autre point qui est rigolo avec les fonctions. En fait, les fonctions, on ne sait pas faire grand-chose dessus. On sait les appeler, éventuellement avec une application partielle, et on sait les composer. Et c'est tout. Donc, va falloir jouer avec ça. Alors, la composition, dans pas mal de langages, s'écrit comme ça. Donc, l'idée, c'est j'ai deux fonctions, f et g. Et ben, je vais appeler f, et puis sur le résultat, je vais appeler g. Donc voilà, j'ai appelé f, et sur le résultat, j'ai appelé g. Cet opérateur-là, il fait la même chose que ça. Ok? Donc, un exemple, j'ai une fonction qui donne le nom du client à partir d'un identifiant client. Voilà. Et puis, j'ai une fonction qui dit bonjour à quelqu'un. Et donc, pour saluer le client, j'ai juste à écrire obtenir nom client, composer avec bonjour, et voilà. Donc, pour faire de la belle programmation fonctionnelle, on va essayer d'utiliser plutôt ce genre de choses, plutôt que ça. Pour information, ça s'appelle du pointless, il n'y a pas de point. Alors, c'est pas le signe point, c'est le point mathématique, x, y. Vous voyez, là, j'ai des x et des y, et là-bas, j'en ai pas. Donc, c'est plus facile de dire, bah, pour faire mon traitement, je vais faire ça, puis ça, à grand coup de supérieur, plutôt que d'aller faire dégouliner tout un tas de paramètres dans tous les coins. Donc ça, c'est probablement le point le plus difficile à prendre. Alors, ouais, ben du coup, je suis quand même assez limité. Composition, appel, j'ai plus de classe, qu'est-ce que je vais faire pour programmer réellement, pour traiter mes problèmes? Et ben en fait, on va s'intéresser beaucoup au type de données, à la représentation des données. Je vais prendre un exemple. Je veux signaler une erreur. Donc dans certains langages, je renverrai un code retour. Dans d'autres langages, je vais faire une exception. Et ben là, je vais essayer de trouver une manière de faire dans laquelle je peux dire, bah, je peux avoir soit la donnée, ma fonction m'a renvoyé ma donnée, soit elle a renvoyé une erreur. C'est un ou. Alors, bon, c'est du F#, mais vous le trouverez dans quasiment tous les autres langages. Je vais définir que le type erreur, c'est générique, erreur de tel type de données, erreur de A. C'est soit OK et j'ai un A, soit une erreur et j'ai un message d'erreur. D'accord? Oui, j'ai pris deux types en fait, et je les ai clipsés ensemble en faisant un ou. Ce sera l'un ou l'autre.
Et ben voilà, maintenant je peux faire une fonction qui prend un x, et puis qui dit, si x, c'est pas un nom, et ben je vais dire error, je dis pas bonjour aux inconnus. Et si c'est un nom, donc ça s'évalue, celui-là ne sera évalué que si celui-là est faux. Donc si j'ai pas de nom, je râle, et puis si j'ai un nom, je fais OK, bonjour, non. Donc je viens de faire une fonction qui prend un nom ou pas d'ailleurs, et qui va renvoyer soit une salutation avec OK, soit une erreur. Et maintenant, je vais vouloir les composer. Je vais faire plein de fonctions comme ça qui vont signaler leurs erreurs en disant OK c'est bon ou erreur, il y a un problème. Mais ce que je voudrais, c'est pouvoir les composer. Eh ben je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir parce que ma fonction, elle prend une entrée et elle va soit donner un succès, soit donner une erreur. Mais maintenant, le nom client et le hello de tout à l'heure, j'ai nom client qui, s'il connaît l'identifiant du client, il va me donner le nom du client, s'il le connaît pas, il va me donner une erreur. Mais la fonction d'après, elle a besoin d'un nom pour dire bonjour. Si elle a un nom, elle dira bonjour. Si elle n'a pas de nom, elle dira erreur. Et je vais pas pouvoir rabooter ça, parce que vous voyez que là, j'ai besoin d'un nom, et ici, j'ai un truc qui est erreur de nom. Donc, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est les composer de cette manière-là, et obtenir le nom, puis faire hello, puis faire print, donc faire des clips. Et pour ça, la solution, c'est transformer cette brique-là en une brique, comme ça, avec deux rails. On va le faire. Alors, voilà mon obtenir le nom du client. Donc je connais le client, je renvoie son nom, je connais pas le client, je provoque une erreur. Voilà ma fonction bonjour, c'est la même que tout à l'heure. J'ai pas de nom, je râle, et j'ai un nom, je dis bonjour. Et je veux les composer. Donc, comme les types ne collent pas, hein, j'ai un entier qui donne error de string, alors error c'est soit OK, soit erreur, et string de error de string, eh bien il va falloir que je compose en bricolant. J'ai mis ici une annotation pour dire le type de error ou OK, donc c'est le error de string, et le type ici qui sort de error de string. C'est optionnel en F#, c'est juste pour la lisibilité. Alors allons-y. Le truc que j'ai reçu en entrée, cette fois-ci c'est plus un nom, c'est error de nom. Donc soit j'ai OK, soit j'ai error. Si j'ai une erreur en entrée, c'est que le nom client a fait une erreur en fait, bah je propage l'erreur. Je renvoie la même erreur. Si j'ai OK, maintenant je fais mon boulot. Est-ce que c'est vide? Je fais une nouvelle erreur. Est-ce que c'est pas vide? Je dis bonjour. Vous voyez, j'ai simplement traité les cas d'erreur en entrée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait une fois, mais si je dis au revoir, je vais refaire le boulot. En fait, chaque fois que je ferai une fonction, je vais devoir refaire une variante spécifique pour traiter le cas d'erreur. Ça va m'embêter. Donc on va faire une fonction qui va transformer une fonction en une fonction. C'est normal hein, en fonctionnel. En fait, on va prendre une fonction qui est capable de générer une erreur, et on va la transformer en fonction qui, en plus, est capable d'accepter en entrée une erreur. Donc cette transformation, c'est une fonction, et quand je fais de la programmation fonctionnelle, tous mes objets sont des fonctions, donc je peux faire une fonction qui prend une fonction qui renvoie une fonction. Ok? Normal. On y va. Alors, cette fonction s'appelle bind. Elle prend un truc d'un certain type, et elle va renvoyer error d'un autre type. Et elle va transformer ça en fonction qui prend error du type, donc error ou OK, et qui va renvoyer le même error de B. Ou bien, si vous préférez, hein, elle prendra une fonction simple, celle qui va générer une erreur mais à partir d'un argument simple. Elle prendra un argument qui n'est pas de type A, mais qui est de type error de A, et elle renverra le résultat. En vertu du coup de l'application partielle de la dernière fois, là je vous ai montré que c'était la même chose en fait. C'est deux manières de comprendre la fonction. Mais ça va être le même code. Alors le code c'est quoi? Ben c'est simple en fait. Ce bazar là, c'est ma fonction simple. Il suffit d'enlever les OK, et j'ai ma fonction simple ici. Et quand j'ai error, je renvoie. Et ben voilà. Si mon argument est OK de x, je vais appeler f de x. Voilà mon f. Sinon, je vais propager l'erreur. Cette fonction, toute bête, va être capable d'embarquer une fonction simple qui génère une erreur en faisant quelque chose qui est capable de traiter un argument qui lui-même peut avoir une erreur. Et voilà hello qui est capable de traiter l'erreur. Il suffit que je fasse bind et hello.
Et là, je peux mettre goodbye ou tout ce qu'on veut. Vous commencez à voir l'idée du jeu de Lego, en fait. On va transformer des fonctions. Maintenant, ma programmation, là, avec mes deux rails, elle va me permettre de traiter les erreurs. C'est-à-dire que mon type, hein, je vais remonter un peu, là, mon type erreur. Je vais remonter beaucoup, même. Ça, c'est un container qui contient un objet, j'ai même pas dit quel type. C'est pas forcément de la donnée, hein, ça peut être une fonction, ça. Mais j'ai un container qui est capable de dire, ok, j'ai une valeur, ou bien non, il y a une erreur. Et c'est tout. Et maintenant, avec ça et bind, c'est pas vrai, il y a deux fonctions supplémentaires, mais bon, avec ça et bind, on va être capable de transformer n'importe quelle fonction en truc qui gère les erreurs. Donc, dans le type de données, j'ai embarqué le traitement des erreurs. Donc, on va pas pouvoir composer exactement de la même manière parce qu'en fait, on voulait utiliser bind. Donc, je vais définir un opérateur qui ressemble à la composition, j'ai juste mis un symbole de plus, et qui prend un argument, une fonction, et puis il appelle bind de la fonction sur cet argument. Et là, cette fois-ci, non client, avec ce bind-là, hello, bind print, je vais pouvoir cascader mes fonctions. Et là, j'aurai du code, évidemment, plus clair que toute la gestion d'erreurs qu'on peut avoir d'habitude. Alors, j'ai dit dans erreur, on peut mettre autre chose que, on imagine un nom ou un nombre, mais en fait, on peut mettre n'importe quoi, dont des fonctions. Hein, puisque bind est capable de générer des fonctions, on voit bien qu'il y aura d'autres fonctions qui vont générer des fonctions et puis qui peuvent elles-mêmes faire des erreurs. Donc, voilà. Donc, en fait, on va avoir des fonctions rigolotes du genre, j'ai une fonction mais qui est peut-être une erreur, j'ai un argument qui est peut-être d'ailleurs lui-même une fonction mais qui est peut-être une erreur, et je veux les combiner. Donc je veux appeler la fonction qui est là avec l'argument qui est là. Alors, je fais du pattern matching et je regarde ce qu'il y a dans mes deux arguments. Si les deux sont OK, je fais OK de l'appel de la fonction. S'il y en a un des deux qui est en erreur, ça veut dire ou n'importe quoi, je renvoie l'erreur. Donc là, j'ai simplement donné la capacité de traiter une fonction normale, f, elle n'a pas cette notion d'erreur, avec un argument normal, x, qui n'a pas cette notion d'erreur, et j'ai réussi à les élever dans le monde qui est capable de traiter les erreurs. C'est cool. Et alors, ce truc-là s'appelle map, on peut parler de foncteur, il y a plein de jolis mots dans les mathématiques. Et ben il y a d'autres concepts, apply, lift, traverse, j'en passe, et des meilleurs. C'est le même map que pour les listes, par exemple? Oui, exactement. Pourquoi? Alors, quand j'ai une... pas tout à fait exactement. J'ai une liste, d'accord? J'ai une liste de noms. Je veux les mettre en majuscules. Ça tombe bien, j'ai une fonction, je prends un nom, je le mets en majuscule. L'idée, c'est de faire map, mise en majuscule, sur la liste. Qu'est-ce que je vais avoir? La liste des noms mis en majuscule. J'ai donc appliqué la fonction à l'intérieur de mon conteneur. Ouais. Cette notion de map, c'est appliquer la fonction à l'intérieur d'un conteneur. Okay. C'est ça un foncteur, en fait. Mais là, j'ai un problème. C'est que je pourrais avoir une liste de fonctions. Donc si je fais un map, d'une liste de fonctions, une qui est en majuscule et l'autre en minuscule, appliquer à une liste de noms. C'est quoi le résultat? Ta question, elle est le cœur du sujet. En fait, je prends mon exemple de liste, hein, tu as raison, quoi, mais en disant, je vais prendre la liste j'ai une liste de 3 fonctions et une liste de 3 arguments. J'ai deux manières de le penser. Soit j'ai le résultat de j'applique la première fonction au premier argument, la deuxième fonction au deuxième argument, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le pattern zip, en fait, fermeture éclair. On a pari, d'accord? Je peux aussi dire que j'ai une fonction, mais je ne sais pas bien laquelle ce sera la bonne. Et j'ai des arguments qui sont peut-être des fonctions, et je ne sais pas non plus bien laquelle sera la bonne. Ce que je veux, c'est le produit cartésien, en fait. C'est-à-dire que chaque fonction soit appliquée à chaque argument. Et là, je vais avoir une liste de listes. Et je vais devoir aplatir cette liste. Donc cette liste de listes va devenir une liste de résultats. C'est ce que fait bind, en fait, indirectement. Et on va avoir un autre map sur 2 listes. Donc j'ai un map avec 2 listes qui fait le zip, fermeture éclair, et un map sur 2 listes qui va faire la totale. C'est à moi, développeur, de dire quelle map je veux implémenter sur mon type liste. Et pour éviter la confusion, ce sera pas plus simple, genre d'appeler map error si. Application, genre app? Oui, on peut. Oui, oui. Mais c'est des choix... pour toi, ça évite la confusion, pour d'autres, ça peut l'augmenter. C'est des règles sur le projet. Mais oui, il y a une question de comment on va le nommer. J'ai l'impression que c'est plus un foncteur applicatif qu'un foncteur, en fait. C'est ça.
Mais voilà. Après, il y a des langages qui sont capables de gérer tout ça. Je pense à Haskell en particulier. Ils vont être capables de gérer, même de générer ce genre de choses automatiquement pour vous. F-Sharp aussi, Hein? F-Sharp aussi. Plus difficilement, mais oui. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Mais sachez que, vous voyez, la logique du map que j'ai mise ici, ben, c'est ma logique à moi, de développeur. Donc, j'ai pris ma structure de données error, et j'ai défini ce que c'était que cette fonction map. Alors, il y a des règles, il faut qu'elles soient à peu près pas aberrantes. Par exemple, la fonction identité, celle qui renvoie elle-même, quand je la map, ce serait bien que ce soit la même chose que l'identité du résultat. Si je fais OK de identité, ça doit être pareil que identité de OK de quelque chose. Donc il y a des petites règles comme ça pour que ce soit intuitif et qu'on puisse utiliser ces fonctions-là sans trop se planter. Donc il y en a pour map, il y en a pour le bind qu'on a vu avant. Et là, il n'y en a pas 36 des compositions, enfin des structures là-dessus, d'accord? Ça s'appelle foncteur, applicative et monade. Et une fois que vous avez vu ces trois-là, vous avez tout vu. Le bind, c'était les monades. Toutes les monades sont aussi des foncteurs. Et entre les deux, il y a du applicatif. Oui, c'est pas du niveau... Voilà, en tout cas, c'est atroce. Hein? Donc le apply, c'est ajouter des arguments en plus, parce que là, ça marche qu'avec un seul argument. Mais si j'en voulais plusieurs des arguments pour faire mes applications partielles, j'aurais un problème. Donc le apply, on va rajouter ça. Le lift, c'est plus ou moins l'équivalent du map, c'est de remonter un objet. Donc j'ai une... Enfin bon, peu importe, en fait. Et le traverse, c'est... Je vais pouvoir faire des gros sandwichs de ça, c'est-à-dire je vais avoir des erreurs, mais vous voyez, il y a d'autres choses que le traitement des erreurs. Par exemple, on peut faire du traitement de l'asynchronisme. Tout à l'heure, ma base de données, et quand tu auras un résultat de base de données, s'il te plaît, applique telle fonction. Donc j'ai un A5 de ma fonction. Ça s'appelle des promesses, à peu de choses près, dans d'autres cultures. Mais c'est ça le concept. Et bien ça, je vais pouvoir les enchaîner de la même manière. Et qu'est-ce que je fais le jour où je veux traiter de l'asynchrone et des erreurs? Si j'appelle une fonction asynchrone qui appelle une fonction asynchrone qui appelle une fonction asynchrone et qu'il y a une erreur quelque part, est-ce que j'ai une erreur de tout le résultat? Est-ce que j'ai un... Ça va être quoi? Si j'appelle une fonction sur une liste avec des erreurs, et je pourrais avoir une liste de OK ou erreur des résultats, et je pourrais avoir une liste des résultats, sauf s'il y a au moins une erreur, à ce moment-là, j'ai erreur tout court. Vous voyez, j'ai deux logiques, et je vais devoir le coder. Donc là, le développeur, il va quand même devoir refaire ses fonctions, traverses, etc. Alors, on peut en définir qui sont... en respectant les règles, il n'y a pas 40 manières de faire, en fait. Donc en général, on tombe sur 2 ou 3. Mais il va quand même falloir choisir, et on n'aura pas tout sur l'étagère. Et le design en programmation fonctionnelle, c'est de faire des types, de les assembler, et de faire les fonctions qui vont bien pour pouvoir recomposer nos fonctions et traiter le problème comme ça. Voilà, c'est ce que je disais. La technique, on va traiter le problème avec des ifs et tout. On va ramener ça à un seul chemin d'exécution en bricolant les types. Je vous ai montré les et, il y a des ou, ce sont des tuples. Si j'ai un couple de valeurs, j'ai fait un et. Ce truc-là a deux valeurs simultanément. On va rendre les types génériques, c'est-à-dire qu'on va enlever tous les noms, etc. Dès qu'on peut se débarrasser de ça, ça remarchera pour autre chose. Et puis on va équiper les types génériques avec des fonctions très abstraites, comme map et ainsi de suite, qui vont nous permettre de bricoler notre solution. Et si le langage est bon, eh ben le langage il va faire le bricolage pour nous. Donc là ça devient royal. Par contre, il faut quand même avoir compris tout ça. Alors, quel choix de langage? Il y a une photo que j'aime beaucoup, je sais plus qui l'avait sortie au début, elle a été recyclée, re-recyclée. En fait, ils avaient dit que c'était sur la côte est américaine, ils avaient une conf, et ils avaient dit qu'ils allaient mettre les développeurs dans un phare. Donc Visual Basic et tout, c'est dans les sous-sols. F-Sharp, OCaml, c'est par là. Les programmeurs Haskell, ils sont là, puis Lisp, ils les ont mis sur la Lune. Hein, moi, j'ai trouvé ça très simple, Lisp et Clojure. J'ai fait pas mal sur Coding Game, j'ai fait un peu de Clojure, tout ça. Puis il y en a un, je me suis mangé après avoir appris un peu plus la programmation fonctionnelle. Et là, en fait, en Clojure, on peut modifier le compilateur. Vous pouvez avoir du code qui s'exécute au moment de la compilation. Donc, si vous savez qu'une fonction va être appelée avec des arguments, mais que vous voulez pas refaire le calcul à chaque fois, on a fait ce qu'on appelle une macro qui s'appelle memorize, et vous mettez parenthèse, memorize, parenthèse, votre appel de fonction, et là, automatiquement, il va conserver tous les appels que vous aurez fait avec ces paramètres-là pour ne pas rappeler la fonction. Donc, on peut aller programmer des briques du langage qui vont s'exécuter dans la compilation. J'ai pas la double aspirine, mais ça donne ça. C'est génial, hein, c'est super. Par contre, quand on le fait pas avec Clojure, eh ben, on a des performances de veau. C'est une catastrophe.
C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller à ce niveau-là. Et c'est tout le problème. C'est vraiment extrême, c'est verbeux. Si on ne va pas aller rechercher, vous avez vu, hein, le mauvais code et le bon code, entre guillemets, c'est le jour et la nuit en termes de verbosité, bah là, on va vraiment être obligé d'aller le chercher très loin, sinon on a des parenthèses dans tous les cas, on comprend plus rien. Et c'est lent, entre guillemets, par défaut, donc si on ne maîtrise pas son problème, c'est une catastrophe. Haskell, c'est un langage qui est très complet, qui est très très beau mathématiquement, il est assez difficile si on ne fait pas les maths avec. Il est lent aussi, hein. Il est très très lent. C'est pareil que Clojure, je suis d'accord, j'aurais dû mettre lent. Ouais. C'est pas tout à fait vrai quand même, hein. Il y a des gens qui font des choses magnifiques en Haskell, mais ça demande un vrai apprentissage. L'avantage de Haskell, c'est que, je vous ai parlé de bind, mais il y a bind, et il y a map, et puis apply si vous voulez, et puis il y a aussi une autre notion de join. Vous savez, le bind, là, on a escaladé avec des fonctions qui prennent un argument et puis qui allaient donner une erreur. Je vous ai parlé des listes aussi, on prend des listes, et puis quand on applique une liste de fonctions à une liste on a une liste de listes, et join, c'est l'idée de transformer cette liste de listes en liste. Donc on sent que c'est deux manières de faire la même chose. Et c'est effectivement mathématiquement deux manières de faire la même chose. Et en fait, Haskell, il est capable, si vous lui donnez une manière de faire, de compiler automatiquement pour vous l'autre manière. Donc, quand on dit mon type là, ça doit être une monade, donc un truc avec bind, on le dit à Haskell, et la plupart du temps, avec 3 fois rien, il va se débrouiller à vous générer le code abstrait là que vous auriez voulu écrire, mais qui est quand même compliqué à écrire. Par contre, évidemment, quand c'est pas le bon code pour vous, ça devient triple aspirine. F#, c'est simple, mais c'est limité. Il y a des limites du fait de la plateforme d'exécution en dessous. Scala, c'est simple, limité et verbeux, et c'est encore plus limité que F#. Il n'y a pas d'optimisation des continuations, par exemple. Donc il y a un opérateur de boucle, en gros, mais il ne va pas détecter automatiquement que c'est une fonction récursive qui s'appelle elle-même, pas possible. Il n'est pas capable de dire « Ah oui, en fait, dans ta boucle, ça et ça, c'est le même type. » Moi, j'ai pas besoin, si je fais une somme de Shroom, j'ai pas besoin de savoir ce que c'est que Shroom du moment que la somme existe le jour où j'en ai besoin. Et Java va demander à ce qu'on sache quel est le type. Et comme Scala compile sur du Java, il va demander, chaque fois qu'il y a une récurrence, qu'on dise les types. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus verbeux. Alors l'avantage par contre, c'est qu'il a un beau framework autour. Tout ce qui marche en Java marche en Scala. C'est pour ça qu'il est souvent choisi. Ensuite, il y a des considérations sur la plateforme. Les mêmes bench en F# sur Windows sont beaucoup plus rapides que Scala. Et en Scala, ils sont plus rapides sous Linux. Allez savoir pourquoi. C'est l'optimisation des machines virtuelles en dessous. Et puis, selon le framework, on parlait de Spark tout à l'heure, c'est un truc qui est capable de prendre de la donnée, une vue sur des tables en gros, et de faire du calcul potentiellement parallèle dessus. Les gens qui font des stats programment parfois en R, c'est un vieux langage qui fait ce genre de choses. Et lui, il a des maps et des binds dans tous les coins, et il est assez abscon. Et en fait, ce cas-là, c'est un truc à la Java, plus agréable, mieux pensé, et qui est capable de faire la même chose. Mais il n'a pas ce modèle de données. Je peux pas aller chercher de la donnée dans une base. Ce cas-là, il n'a pas ça spécialement. Spark va donner ce framework. Donc c'est un langage de choix pour Spark. Mais les gens qui l'ont fait n'ont pas trop compris le fonctionnel quand ils l'ont fait. Moi aussi je l'ai fait, et je suis convaincu que j'ai encore 10 ans à comprendre le fonctionnel. Donc il y a pas mal d'erreurs qui font qu'en fait, des fois c'est poisseux. Mais là pour le client c'est top, parce que j'écris mon traitement, et ma segmentation des clients, ceux qu'il faut que je relance, et ainsi de suite, je vais pouvoir le lancer sur 1000 machines, sur un cloud Amazon, Microsoft ou autre, ou Google, entre guillemets gratuitement, de manière sûre. D'où le choix. Et en .NET, F# c'est un langage sur .NET. Donc, tout ce que je viens de dire sur Scala, sur Spark, c'est cool. Ouais, mais si vous utilisez une plateforme .NET, F# sera mieux. Donc pour choisir le langage, il faut penser à tout ça. C'est pas simple. Je sais pas si vous avez des questions, j'ai mis quelques liens, j'ai triché sur la doc de Scala, c'est pas l'auteur, mais c'est la fille qui s'est tapé toutes les corrections de toutes les pages, donc j'ai dégagé les auteurs officiels. Voilà. Scott Lushin, je sais pas dire son nom, c'est un monsieur extrêmement brillant en F# qui est très pédagogique, qui vous raconte des histoires de Frankenstein et tout pour vous faire comprendre les monades. Donc c'est souvent très très drôle. J'ai pris beaucoup des dessins sur leur site. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des retours?
On a voilà, des gens qui font de la vente en ligne, qui choisissent ça parce que Scala, ça va être très bien pour faire du web asynchrone, donc sur des machines limitées, pas bloquées, en attendant une réponse d'une base de données ou autre. Et en même temps que les bases de données, on puisse traiter de manière parallèle, et en même temps qu'on ait cette robustesse, la capacité à tester, ainsi de suite. Je vais prendre, parce que je les aime bien sur le concept, là je vais les citer, c'est pas un client à nous, c'est Colliweb, qui est Euratechno. Donc ils vont faire de la livraison à la minute sur le web pour aller voir leur site. Eux ils vont être en Scala aussi, mais pareil, Scala hardcore, c'est-à-dire il n'y a rien qui traîne. Ils vont aller nettoyer leur code jusqu'au bout. Vous aurez tout un tas de gens qui font, si ce n'est de l'intelligence artificielle, au moins des traitements de type data science, qui vont beaucoup utiliser ça. Donc je me demande si GenFit fait pas ça dans le coin, ils traitent les maladies du foie. En tout cas, ils essayent de trouver des thérapies là-dessus. Vous allez avoir des leaders de la distribution de bricolage qui vont avoir dans certains endroits aussi du Scala. F#, vous le trouverez beaucoup plus sur des sites web. C'est toujours la même dichotomie en fait. Les boîtes qui ont massivement recours à la prestation sont souvent sur Java, et les boîtes qui ont une informatique de développement interne sont très souvent sur des plateformes .NET. Donc là, comme c'est totalement compatible, on peut écrire un bout de code en F# et mélanger un bout de code en C#, ça posera pas de problème. Et pour régler des problèmes qui se règlent bien en fonctionnel, on va les régler en fonctionnel et on va les mettre dans la plateforme derrière. Mais ça, on a moins de visibilité marché. Après, du Haskell pur dans la vraie vie, toutes les grosses plateformes vont forcément avoir besoin de fonctionnel. Parce que c'est la clé pour être capable d'exécuter en parallèle, d'abandonner un résultat. Donc on l'a quand même calculé, puis si la machine elle est pas là, tant pis, on réagrège derrière. C'est comme ça qu'on va faire des grosses plateformes très robustes. Donc tout ce qui demande du massivement parallèle, vous aurez du fonctionnel. Alors, c'est une excellente question. Fortran, c'est un mauvais langage qui a une base de calcul, de fonctions qui est immense. Et ce qui manque à tous ces langages, c'est souvent ces fonctions. Après, quand on prend des choses comme Haskell qui se développent justement pour ça aussi, il faut voir que quand on a fait une fonction une fois, on va pouvoir l'appliquer plusieurs fois. Donc si j'ai un algorithme d'apprentissage automatique, j'ai pas besoin de savoir sur quoi j'apprends, ni comment je score pour savoir quel est le sens du meilleur, ni comment je regroupe mes solutions, ni même comment sont modélisées mes solutions. Ma logique algorithmique, celle qu'on mettrait sur un PowerPoint, je peux la coder. Et après, je vais la réappliquer à plein d'endroits. Donc en Fortran, j'avais des trucs qui étaient capables d'optimiser avec telle théorie des statistiques, et d'autres, ils font la même chose avec une autre théorie de statistiques. Là, on aura juste une fonction d'apprentissage, et chacune des fonctions de statistiques à côté. Ça commence à exister, on l'a typiquement en Scala, on l'a en Haskell beaucoup. Je vais pas dire que c'est la mort de Fortran, comme je dirais pas que Java ou C++ c'est la mort de COBOL. Moi j'adore, en tout cas, c'est génial, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut faire habituellement. Chez une banque, on a fait tout un système, tout le front en fait, tous les écrans. Ils ont choisi Angular et TypeScript, et dedans, quand ils font des appels de données, ce sont des promesses. Donc une promesse, en fait, c'est de la synchrone là, et cascader une promesse avec une autre promesse, la logique des promesses, c'est une monade, donc il faut cette notion de bind. Donc tous les développeurs front qui ont travaillé là-dessus ont dû apprendre un minimum de fonctionnel. Comme ils n'avaient pas les bases, il y a des moments où ils sont énervés dessus. C'est dommage. Mais il y en a pas mal qui ont surmonté et qui ensuite ont réussi à faire des choses bien. Mais là où ils n'avaient plus du tout les bases, c'est comment je fais pour traiter de manière générique les erreurs qui sont en fait présentées toujours de la même manière. Et là, on aurait pu aller plus loin et faire du code beaucoup plus simple, mais on aurait impacté un framework transverse qui lui était déjà fait et pas fait avec des principes fonctionnels. Donc ça a coûté très cher, c'est-à-dire que j'estime à peu près à 8 fois la quantité de code par rapport à ce que ça aurait pu être. Pour le client, ça lui a coûté 8 fois plus cher sur cette partie-là. Est-ce que c'est le code qui lui a coûté le plus? C'est pas certain non plus. Bon, merci. Moi aussi. Je vais sur le web.